Bonjour à tous, bienvenue au Salon Résonance et à cette conférence autour des arts graphiques et de leurs enjeux en termes d'innovation. Donc si vous avez des questions ou si vous nécessitez des précisions, n'hésitez pas à vous manifester. Je passerai parmi vous pour vous tendre le micro et vous donner la parole. Donc je vais laisser le soin aux trois intervenants que nous accueillons aujourd'hui, donc Marielle Deveau, Laurine Sandoval et Vincent Lamarche, de se présenter, de vous décrire leur mission et métiers respectifs. Et je vous souhaite une belle conférence riche en découvertes et informations. Merci à vous. Bonjour à tous et donc bienvenue à cette conférence sur les arts graphiques au cœur de l'innovation. Merci à la FREMA de nous permettre de vous présenter cette thématique aujourd'hui dans le cadre du Salon Résonance. Donc dans un premier temps, on va se présenter chacun respectivement et puis ensuite on fera un éclairage sur ce qu'on entend par justement les arts graphiques, l'innovation dans un lieu où on parle de métier d'art, donc pourquoi est-ce qu'on vient à employer ces termes. Puis après on vous présentera deux projets dans lesquels effectivement on vient mettre les arts graphiques au cœur justement de ces modèles un peu innovants de structuration. Et dans le dernier point, donc ça sera le projet Agoratrium qui vous sera présenté et vous verrez en fait que tout ça fait lien par rapport à cette thématique. Donc je vais laisser la parole à Laurine Sandoval, donc, qui est la directrice de l'espace européen Gutenberg. Voilà, donc bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, je suis, comme disait Marielle, Laurine Sandoval, la directrice de l'association Espace Européen Gutenberg, que nous allons vous présenter dans 2-3 slides. Depuis 2022 21 22 3 ans. Voilà. C'est pour dire que c'est quand même récent. Vincent Lamarche, donc moi je suis associé designer graphique chez Noon, qui est un studio de design installé aux Portes du Rhin, aux ateliers éclairés, donc avec mon associé Marielle Deveau qui est ici présente également. Alors juste deux mots avant de présenter l'espace européen Gutenberg sur Noon. Donc on a un atelier, un studio atelier. On a un lieu un peu hybride qui mélange une pratique à la fois numérique et dans le domaine de la création visuelle et une pratique aussi d'artisanat d'art à travers un atelier d'impression typographique. On a créé notre structure en 2013 à Paris. On s'est installé en 2014 à Strasbourg. Donc on a fêté nos 10 ans l'année dernière, en 2023. De la structure Noon. Là, cette année, c'est les 10 ans de notre arrivée à Strasbourg, donc ça se fête aussi. Et on s'est doté donc d'un atelier d'impression typo en 2017. Donc on a racheté un fonds, on a eu des machines, etc. Et on a lancé notre pratique aussi plus orientée artisanat. Donc, et on s'est installé aux ateliers éclairés en 2021. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tiers-lieu qui est donc dans le quartier du Port du Rhin, dans lequel il y a un Fab Lab notamment qui est ouvert au public. Et puis il se passe plein de choses, il y a des événementiels. Et on est spécialisé donc en impression typo, en idéation, conception, donc slash design graphique et graphisme, création visuelle pour le print et pour le numérique aussi. Donc on fait également des choses en interactif avec quelques exemples de clients. C'est toujours moi, oui. Non, c'est bon. Donc, en fait, on aime présenter notre pratique à travers deux pôles. Donc, moi, je suis responsable du pôle qui s'appelle le studio, c'est-à-dire la partie vraiment création numérique faite sur ordinateur. Même si dans le processus il y a du dessin, il y a d'autres choses qui sont sur papier, mais en tout cas c'est essentiellement un processus qui est sur écran, qui est travaillé sur écran, notamment sur la suite Adobe, etc. Donc dans ce pôle-là de studio, on se présente plutôt comme des designers, c'est-à-dire notre définition du design, on reprend celle de l'Alliance française des designers, c'est de trouver des solutions à des problématiques dans le champ visuel. Et en ça, nos créations sont durables, utiles et utilisables. Donc il y a en lien aussi avec la notion d'ergonomie, c'est-à-dire penser pour des utilisateurs dans un contexte. Et puis dans le deuxième pôle, donc, dont Marielle, mon associé, est responsable, donc le pôle plutôt atelier, et donc une pratique d'artisan d'art. Là, on fait des créations plutôt orientées esthétiques, poétiques et tangibles. Alors quand il y a la réunion des deux, comme certains projets qu'on va présenter, voilà, c'est vraiment le cœur un peu de notre signature, on va dire. Et donc on fait ça au service de design scientifique, donc qui est notre spécialité, design pédagogique, culturel, et puis à destination de l'art et de l'artisanat également.
On va vous présenter un tout petit projet qui a été fait pour l'Institut national des métiers d'art. C'est la carte de vœux 2022 ou 23, j'ai un doute, 23. Et donc en fait le principe de cette carte, tout simplement, c'est qu'on a fait un film qui montre comment elle a été fabriquée. Et cette carte en fait s'augmente avec une application qui, quand on reçoit la carte, donc on lance l'appli et on a une augmentation vidéo qui montre comment la carte a été fabriquée. Donc on a vraiment une boucle en fait sur les pratiques. Et je passe la main à Marielle. À Laurine, pardon. Bravo, belle carte de visite. Alors, l'association Espace Européen Gutenberg fête ses 20 ans en 2024, donc, et c'est créé à l'origine pour sauvegarder le patrimoine lié à l'imprimerie et aux arts graphiques, c'est-à-dire les machines d'impression, mais aussi tous les petits caractères qui vont être liés à cette technique. Et l'idée, c'est de sauvegarder également les savoir-faire des imprimeries art graphiques, donc impression typographique, la sérigraphie, la lithographie. Et ces missions premières sont, comme je disais, de sauvegarder et restaurer ce matériel d'impression, de préserver la mémoire des imprimeurs. On a mis en place, par exemple, des portraits d'imprimeurs ces dernières années, portraits vidéo d'imprimeurs, de partager, créer et diffuser autour de l'imprimé et des arts graphiques, donc participer par exemple à ce type d'événements ou des événements comme les Journées du patrimoine qui nous permettent de faire des démonstrations de ces disciplines, de transmettre les savoir-faire, l'idée de pouvoir initier des personnes qui voudraient se former à ça et se perfectionner dans ces disciplines qui sont des disciplines d'excellence. Promouvoir les métiers liés à l'imprimerie, ce que nous faisons aujourd'hui, et les questionner également et les mettre au goût du jour, ce que fait d'ailleurs par exemple l'atelier Nous. Tu peux passer. Un des projets centraux, aujourd'hui le projet de l'association au-delà de sauvegarder, c'est d'ouvrir un lieu qu'on appelle aujourd'hui le Centre Gutenberg, parce que l'idée c'est pas d'ouvrir seulement un musée, c'est d'ouvrir un espace qui parlerait à la fois de patrimoine, mais qui permettrait de montrer des savoir-faire. Donc on aimerait avoir un parcours de médiation qui traiterait de l'histoire de l'imprimerie des arts graphiques à Strasbourg et dans la région rhénane, mais aussi pouvoir présenter des ateliers avec des imprimeurs, lithographes, relieurs, papetiers, des entreprises qui pourraient à la fois se développer dans ce centre, mais faire des démonstrations de savoir-faire et des ateliers de formation. Voilà. On essaye de créer, on aimerait, en tout cas, c'est le projet qui va rentrer dans le projet Agoratrium, dont on parlera plus tard, un lieu hybride, multifonctionnel et surtout vivant. Parce que ce patrimoine qui est lié à des métiers et des savoir-faire est un patrimoine vivant, et c'est ce qu'on aimerait pouvoir montrer dans ce lieu qu'on appelle le Centre Gutenberg. Je laisse la parole à Marielle. Alors on peut se poser la question aujourd'hui de pourquoi est-ce qu'on a une association et une entreprise qui viennent vous parler des arts graphiques et de l'innovation. Et simplement, en fait, il y a des champs sur lesquels on se retrouve, c'est-à-dire effectivement le domaine de l'imprimerie, les métiers d'art, les arts graphiques, l'innovation, avec des questions de patrimoine. On nous transmet un patrimoine, comment on l'utilise, comment on va le faire évoluer, la transmission. C'est souvent des métiers passion aussi sur lesquels on réfléchit à notre façon de faire, à notre façon de nous inscrire aussi dans des nouvelles technologies, des effets de société, comment est-ce qu'on participe, nous, à notre échelle, à l'évolution de la société, des problèmes d'écologie, etc.
Donc là, c'est des thématiques sur lesquelles on se rejoint et on n'est pas les seuls puisque il y a d'autres structures comme la FREMA et comme vous verrez aussi les membres du consortium de l'Agoratrium sur ces thématiques-là à Strasbourg. Puisque à Strasbourg, il y a effectivement déjà des entreprises, des institutions, des écoles qui traitent ces problématiques, parfois de façon segmentée, parfois déjà en créant du lien. Et justement, c'est dans ce cadre-là qu'on se retrouve devant vous aujourd'hui, notamment sur une question d'un pôle territorial, dans lequel on reviendra en troisième partie, autour des industries culturelles et créatives dans le domaine de l'impression et des arts graphiques. Et on va s'attarder justement à éclairer un petit peu ces terminologies parce que industrie culturelle et créative, comme la plupart aussi d'autres mots, designer graphique, innovation, art graphique, ce sont des mots qu'on emploie beaucoup aussi aujourd'hui dans les formations, mais qui ne sont pas forcément très éclairants pour le grand public et parfois même entre nous, on se chipote un petit peu sur la façon de se désigner. Donc la première partie, l'éclairage sur du vocabulaire. On va vous parler de plein de choses qu'il est important pour nous de définir avant de parler de ce fameux pôle territorial. On fait un peu durer le suspense sur le projet Agoratrium. Mais donc on va vous parler des arts graphiques, essayer de vous expliquer ce que sont les arts graphiques, puis des métiers d'art, de l'imprimerie, l'innovation. T'es allé un peu vite. Et enfin les industries culturelles et créatives. Donc tu peux y aller. Les arts graphiques. Qui est quand même dans le titre de cette conférence. Les arts graphiques, on a l'habitude, quand on entend ce terme-là, de penser à ce type d'illustration. Donc ça, c'est une illustration qui a été faite sur une pierre lithographique. C'était un projet qui était fait à Wissembourg, donc une image dessinée et colorée. Or, les arts graphiques, ce n'est pas que ça. Les arts graphiques, pour reprendre la définition de... Donc c'est l'école de Penningen, qui est quand même une référence en termes de formation dans ce domaine-là, disent que donc, les arts graphiques sont le socle fondamental de la création visuelle. Ils englobent les techniques, les outils et les méthodes nécessaires à la conception graphique, de la conception d'une idée à sa matérialisation. Donc c'est assez vaste comme domaine. Il y a différentes disciplines, l'écriture, le dessin, l'illustration, la gravure, sculpture, la photographie. Et ça englobe différents domaines d'activité. La publicité, le graphisme, l'édition, la typographie, le branding, le packaging. Mais également différents secteurs, j'ai oublié de dire, la presse, la mode, l'audiovisuel, les jeux vidéo, la réalité virtuelle. En gros, moi j'ai l'habitude de dire c'est un peu tout ce qui touche à la diffusion de l'écrit et de l'image. Donc les arts graphiques marient l'expression artistique avec des techniques de reproduction et c'est un domaine qui englobe énormément de techniques comme nous avons pu le voir, allant de l'impression traditionnelle aux technologies numériques de pointe. Donc c'est indispensable à la communication visuelle, en tout cas à la transmission d'un contenu et ça permet la diffusion, comme je vous le disais, du texte et de l'image. C'est une filière qui est très vaste, tant par ses activités que par ses métiers, et on y côtoie des artisans d'art, c'est également pour ça qu'on a été invité par la FREMA, des artistes, des designers graphiques ou des industriels. Donc c'est un domaine dans lequel s'articulent l'artisanat et l'industrie, qui peuvent être des grosses industries quand on parle d'imprimeurs. Quelques exemples de design graphique. Donc là, c'est un atelier qui a été créé qui s'appelle de l'embossage, qui a été fait par une designer graphique qui s'appelle Delphine Missler, qui est présente dans la salle, qui s'appelle Forme. Donc ce sont des modules en bois qui se déplacent sur un cadre. On met par-dessus un papier et comme vous le voyez, on arrive à créer du relief avec. On a aussi du web ou de la 3 dimensions. Donc ça, c'est un site. Site d'Iron Velvet. Studio strasbourgeois qui fait des expériences web riches et immersives en utilisant notamment beaucoup les technos 3D, WebGL, etc. Je me sens rentré dans le détail. Et qui crée des typos aussi, si je me trompe. Oui. Marqué typo. Nous avons l'école Fabéon qui, eux, forme à l'imprimerie de demain. Parce qu'il faut savoir que les industriels aujourd'hui dans l'imprimerie créent des machines performantes, mais on n'a pas forcément de formation liée à ces machines. Donc Fabéon, qui est un de nos partenaires d'ailleurs, qui est une école qui est basée à Ilkirch, va former les imprimeurs de demain dans l'impression additive, dans l'impression de demain. Mais c'est aussi des techniques plus traditionnelles comme la lithographie, qui est une technique qui a été inventée au XVIIe siècle, enfin 18e, pardon. Là, vous avez une de nos partenaires également qui s'appelle Florencia Escalante, qui, lors de la fête des imprimeurs dont je vous parlais plus tard, faisait des démonstrations de lithographie.
Vous avez aussi des techniques comme de la 3D. Là, en l'occurrence, c'est une application que nous avons développée, l'espace européen Gutenberg, qui s'appelle Via Impressio. Vous pourrez venir chercher des petits flyers après. Donc, c'est un parcours géolocalisé dans le quartier des imprimeurs qui est autour de la place Saint-Thomas à Strasbourg. Et à chaque fois que vous évoluez devant un atelier historique, vous pourrez voir un atelier en 3 dimensions du XVe siècle. Dans les arts graphiques, vous avez aussi la composition typographique. Ça, c'est un des ateliers qu'on a pu réaliser qui nous permet de démontrer à la fois la technique d'impression, mais aussi de parler de typographie. Là, en l'occurrence, je crois que c'était au festival Format. Et enfin, l'illustration et le papier. C'est un papetier très connu qui s'appelle Fedrigoni qui, chaque mois, présente un papier et demande à des illustrateurs ou des designers graphiques de réaliser un visuel. Là, ici, c'est Sarah Lang et Marielle Deveau qui avaient fait une proposition avec une impression. La dorure, c'est de l'impression à chaud. Tu en parleras peut-être mieux que moi, mais l'impression à chaud qui permet cette brillance. Et enfin, du jeu vidéo avec ici une intervention de Antoine Schmoll, ça s'appelle Ernestine. Donc on peut voir différentes techniques, à la fois de l'illustration et de la 3D. Je me permets juste de préciser que sur le papier Fedrigoni, Sarah Lang et moi-même étions sur l'impression, et c'était une illustratrice qui avait fait l'illustration. Tout ça, c'était pour illustrer le fait que les arts graphiques sont utilisés dans beaucoup de domaines, et on l'a vu, beaucoup de domaines aujourd'hui sur lesquels parfois le design graphique semble invisible, mais est bien présent et nécessaire pour transmettre l'information. Alors les métiers d'art, alors effectivement, ce qui est intéressant de retenir dans les métiers d'art, c'est que ça demande en fait d'avoir quelques notions, notamment sur le fait de travailler la matière, sur le fait d'avoir des gestes qui vont être transmis et qui vont être précis, avec un apport artistique, mais qui a vraiment une notion de technique. Je crois que c'est important de l'avoir en tête parce que ces métiers qui demandent de la précision et qui demandent du temps sont aussi à l'origine de la création des manufactures qui après se sont industrialisées et qui ont donné les industries d'aujourd'hui, ce qui permet de comprendre qu'il y a une vraie filiation et un vrai lien en fait, entre ces métiers-là et entre la société qu'on connaît actuellement aujourd'hui, et que c'est beaucoup plus perméable que ce que l'on pourrait imaginer. Donc il y a 281 métiers qui sont référenciés, dont l'imprimeur en typographie, avec 16 domaines. Dans le domaine, notamment un qui nous concerne particulièrement, qui est le domaine du papier, du graphisme et de l'impression. Je n'ai pas mis de visuel de métiers d'art puisque nous sommes au Salon Résonance et que vous en avez partout autour de vous, donc je vous invite à aller le voir en vrai si ça n'est pas déjà fait. L'imprimerie pour continuer. Donc pour rappel, on vous définit tout ça pour qu'on puisse bien vous expliquer le projet de l'Agoratrium par la suite. L'imprimerie, donc, c'est effectivement, encore une fois, des ensembles de techniques qui sont utilisées pour reproduire l'image, pour reproduire le visuel, généralement en grande quantité, sur différents supports. Aujourd'hui, on a différentes techniques d'impression qui soit se complètent, soit aussi se développent ou reviennent au goût du jour, comme notamment des métiers de letterpress, comme on le dit de façon plus commune aujourd'hui. Qui permettent, voilà, on a mis deux définitions pour qu'on puisse voir qu'il y a vraiment ces mots qui se rejoignent, la reproduction en grande quantité, écrit et illustration. Donc on a mis quelques exemples, notamment les plus connus. Quand on parle d'imprimerie, on va comprendre l'imprimerie normalement offset, numérique, la lithographie, mais il y a aussi d'autres imprimeries aujourd'hui qui sont en train de se développer. L'imprimerie thermique ou l'imprimerie additive, c'est notamment ce qu'on utilise en termes d'impression 3D avec des fils. On utilise le mot impression. Après, donc on pourrait discuter aussi sur est-ce que c'est de l'imprimer ou pas. En tous les cas, il y a une vraie évolution des termes, et ça c'est aussi important de le comprendre quand on parle d'invention ou d'innovation, c'est qu'il n'y a pas simplement la technique, il y a aussi tout ce qu'il y a à côté en termes de vocabulaire, de société, de métier qui change en fait la façon de se l'approprier. Donc là on a quelques images voilà, sur de la taille douce, impression offset, voilà, donc avec des partenaires aussi ou des entreprises qui sont sur la région ou à Strasbourg, Fabillon, Haute, Geiger, etc. Je ne vais pas en citer les arts graphiques.
qui sont présents sur le territoire, parfois inconnus aussi du grand public. De l'impression additive, donc là c'est pour ceux qui ne connaissent pas, ça se produit comme ça, avec du fil qui vient modéliser en 3D des formes. C'est notamment utilisé en Fab Lab pour, par exemple, produire des pièces manquantes. Ou encore d'autres façons d'imprimer, comme de la risographie, ici avec Gargarisme, qui se situe aussi à la COP. Alors moi je vais vous parler d'innovation rapidement, simplement encore redéfinir les termes. Donc on distingue en tout cas dans cette présentation deux types d'innovation. Innovation de produit d'un côté et innovation de procédé d'autre part. Donc innovation de produit, c'est un changement significatif et c'est une rupture, on va dire, dans la façon on pourrait dire de consommer, mais aussi d'utiliser des produits ou des services. Et puis il y a l'innovation de procédé qui concerne plus, donc comme c'est dit dans l'intitulé, des méthodes de développement, la logistique, des processus de décision, des ressources humaines. On pourrait parler également de tout ce qui est social aussi. Enfin bref, en tout cas, on peut faire des innovations donc de procédés, on pourrait dire de méthodologie aussi. Voilà, tu peux passer à la slide suivante. Et donc, distinguons trois aussi mots qu'on entend souvent et on les définit donc dans cette présentation comme suit. Donc, création, invention et innovation. Donc, la création, c'est la formalisation de l'imagination par un savoir-faire unique qui touche les sens et l'émotion. On en a des illustrations à chaque stand ici sur ce salon. Une invention, c'est une idée technique nouvelle matérialisée. Elle règle un problème technique. C'est une solution sans antécédent qu'on peut expliquer et reproduire. Et enfin, une innovation, c'est une invention qui est mise en valeur sur un marché. Donc là, il y a la notion d'écosystème, de valorisation, de clients, d'utilisateurs, etc. Et l'amélioration d'une solution existante. Elle suggère un succès ou un changement de paradigme. Donc, l'illustration de la page qui suit, c'est une représentation de l'innovation de rupture qu'il y a eu quand il y a eu la révolution par Gutenberg du processus d'imprimerie qui a permis de multiplier par 180 la vitesse de réalisation d'un ouvrage, puisqu'avant un moine copiste, donc avant 1450, un moine copiste mettait 3 ans pour faire une Bible, et Gutenberg, dans le même laps de temps, 3 ans, il a fait 180 Bibles. Donc on peut dire qu'il y a une accélération par 180 de la vitesse de copie d'un contenu culturel et de la diffusion du savoir. Donc c'est voilà. Alors ce qu'il faut aussi visualiser, juste un deuxième petit chiffre clé, c'est qu'entre 1450 et 1500, il y a eu 50 millions d'incunables qui ont été imprimés. Donc vous imaginez parce qu'il y a des ateliers qui se sont multipliés à la chaîne et il y a une déferlante en fait. On passe donc de quelques ouvrages pour les plus fortunés à 50 millions en 50 ans. Donc puis après ça a été exponentiel. Voilà, donc ça c'est juste pour mettre en perspective ce qu'on entend par innovation de rupture et donner quelques chiffres clés. Alors une autre illustration, tu veux que j'en dise quelques mots ? C'est de l'innovation. Alors donc un mot et une techno dont vous avez certainement entendu parler, qui est l'intelligence artificielle, qui a déferlé dans nos vies et dans les processus, on pourrait dire professionnels, depuis on va dire 2 ans maintenant avec ChatGPT. Alors ça fait bien plus longtemps que ça existe, que ça se développe, non, on parle d'algorithmie avant ça aussi, mais bref, en tout cas il y a un historique en tout cas relativement long jusqu'à en tout cas la mise en avant pour le grand public de ce qu'on appelle les intelligences artificielles génératives, donc notamment avec ChatGPT, mais aussi avec tout ce qui est le pendant visuel avec Firefly, Midjourney, j'en passe et des meilleurs, Leonardo, Dali, etc. Donc c'est un visuel qui a été généré par l'intelligence artificielle pour intégrer cette présentation en promptant, comme on dit aujourd'hui en bon français, donc en donnant des instructions sur la base de mots-clés. Alors celle-ci a été faite avec Firefly en particulier. Firefly, qui est une intelligence artificielle générative qui est entraînée sur un corpus d'images dont Adobe revendique qu'il a les droits, etc. Donc ça c'est juste pour préciser le positionnement aussi en termes de droits d'image. Voilà, donc je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Je vous laisse juste interpréter par vous-même le sens de cette image. Et donc les industries culturelles et créatives. Donc on va en reparler plus tard, donc il était important qu'on définisse ces termes. Là, on arrive à la dernière phase des définitions. On y est presque. Donc elles englobent la création, la production et la commercialisation, comme on disait, de contenus créatifs. Surtout, elles impliquent différentes activités comme l'architecture, le livre, le cinéma, la musique,
l'audio-vidéo, les jeux vidéo, les arts visuels. En gros, tout ce qui touche aux entreprises qui génèrent de la culture dans le sens très large du terme. Donc là, vous avez une liste des activités que ça englobe. Donc l'industrie culturelle telle qu'on l'entend basiquement, c'est-à-dire le cinéma, la vidéo, l'édition, l'imprimerie. Mais on y retrouve aussi, comme je disais, le design, la mode, la bijouterie, la publicité et dans un cercle encore plus grand, le tourisme, les musées, les galeries d'art, le patrimoine. Voilà. En gros, c'est très vaste. C'est pour ça qu'il était important pour nous de bien définir tout ça pour que vous compreniez le propos et notre projet un peu plus tard. Tu peux passer à la suivante. Surtout, comme vous avez pu le voir, en fait, tout cela circule. C'est-à-dire que les arts graphiques se retrouvent dans l'innovation, mais donc dans les industries culturelles et créatives. Et l'innovation se retrouve dans les arts graphiques. Et dans les arts graphiques, on trouve des métiers d'art. Enfin, voilà. Ce sont des disciplines qui se répondent, qui se parlent. Et nous, on essaye de répondre à cette question. Voilà. Deux personnes qu'on souhaitait citer, ou en tout cas que je souhaitais citer dans cette présentation. Donc là, c'est Neri Oxman et Steve Jobs. Pourquoi ? Parce que c'est deux façons aussi de penser justement le mélange qu'il peut y avoir, ou en tout cas le lien qu'il peut y avoir entre ces différentes disciplines. Et notamment donc Neri Oxman qui travaille au MIT et qui travaille sur de la bioarchitecture et de tout ce qui est lié en fait aux structures dans la nature et qui le remet en termes de design et qui justement dit dans une de ses conférences que quand il y a un nouvel âge de design, on va vers une nouvelle façon de penser la création. Et qui justement montre à quel point l'industrie aujourd'hui, justement par les chaînes de production, on a segmenté l'ensemble des éléments pour devoir les construire de façon plus rapide, alors qu'elle y ajoute ou elle le complète en disant que finalement là on pourrait repenser une structuration qui est beaucoup plus en lien, qui est beaucoup plus tissée, et notamment elle parle de la peau qui par exemple sur la peau de la nuque qui est beaucoup plus solide parce qu'elle doit protéger et en même temps elle va avoir des parties beaucoup plus fines, mais c'est un seul et même ensemble. Et aussi donc de Steve Jobs qui dans une de ses conférences dit cette phrase qui est souvent citée par les designers graphiques, connecting the dots, dans le sens où lui avant de devenir l'homme qu'on connaît avait fait des cours de calligraphie qui l'ont vraiment marqué, sur lequel il a eu une sensibilité sur la qualité de la lettre, le dessin de la lettre, et qui lui ont donné cette envie après, dans son design graphique, notamment dans les Mac, d'avoir une sensibilité particulière sur la typographie et la qualité qu'on y connaît aujourd'hui dans la lecture justement des dessins de caractères sur Mac. Notamment aussi avec Suzanne Kerr, une femme typographe qui a révolutionné le dessin de caractères et les icônes qu'on utilise aujourd'hui sur les logiciels. Pourquoi juste ce point-là, c'est pour à nouveau affirmer que aujourd'hui, on ne sait pas forcément comment tout va se connecter et comment tout fait sens, mais pour autant, il y a des vraies interactions et une vraie, je dirais, au-delà de la volonté, un vrai besoin et un vrai devoir en fait de reconnecter les choses ensemble de manière à ce que on puisse justement permettre aux arts graphiques, aux métiers et à notre production de pouvoir se connecter à de l'innovation voilà, pour le futur. Je voulais juste préciser que la typographie, le caractère typographique qui est utilisé pour cette présentation, c'est celle de Francis Ramel, qui s'appelle la carolinéale, et qui est une création récente, mais qui s'inspire de caractères, les premiers caractères d'impression. Les minuscules Caroline. Les minuscules Caroline. C'est pas à moi. Ah bon ? C'est à moi. Ah oui. On me fait signe qu'il faut accélérer. Donc juste, je vais essayer d'être bref. Moi, je suis spécialiste pour faire traîner une slide pendant 15 minutes. Donc voilà, je vais synthétiser. La preuve d'ailleurs. Donc Rosarium, c'est un projet qu'on a fait pour le spectacle d'été de Strasbourg 2022 qui s'appelait Réflexion.
C'est une installation qui comprend 4 totems dans lesquels il y a des impressions typographiques qui sont aussi embossées avec un marquage à chaud en leur centre qui représente c'est des réinterprétations de la rosace de la cathédrale qui sont connectés en lien avec les 4 éléments, donc l'eau, la terre, l'air et le feu. On l'a fait donc en lien avec Passe Muraille et avec Extended qui portait cet événement. Voilà ce qu'on peut dire pour passer vite. La ligne directrice du projet, c'est qu'il y a donc 4 totems de bois qui chacun étaient disposés sur un cercle, enfin ils étaient les 4 donc placés sur les 4 points cardinaux, sur un cercle au sol de diamètre de 6,50 mètres qui est la moitié du diamètre de la rosace réelle. À la base on voulait faire 13 mètres mais ça prenait trop de place sur le parvis. Visible de jour comme de nuit, contenu des textes liés aux 4 éléments, français, anglais, et en design en lien avec les 4 éléments également, qui reprend aussi des éléments de la rosace. Au centre, donc, une impression typographique artisanale avec ce que j'ai mentionné avant, marquage à chaud, gaufrage, impression. Et enfin, une application de réalité augmentée qui permet d'augmenter ces rosaces. On en a amené un exemplaire après, pendant le temps de questions-réponses, si ça vous intéresse de regarder. Donc, il y a une application qui permet d'augmenter les rosaces avec du motion design 3D, qui sont encore des variations esthétiques sur le thème de la lumière, sur le thème du vitrail, etc. Voilà, donc ça se présente comme ça. Ça c'est la phase un petit peu déjà de réflexion sur les dimensions, sur les matériaux et puis après de fabrication, parce qu'on a fabriqué ça au Fab Lab des ateliers éclairés. Et puis donc encore des éléments en lien avec les formes et le cheminement. Alors on n'a pas mis toute la présentation parce qu'on a présenté spécifiquement cette installation dans le cadre du festival Format, et voilà, il y avait 60 slides. Donc là c'est un petit extrait, mais bref, on a travaillé vraiment à développer toujours une dévariation sur la rosace en lien avec les éléments, donc 2 qui sont plutôt anguleux, le feu et la terre, et 2 qui sont plutôt dans la courbe et les rondeurs, l'eau et l'air, donc plutôt des éléments fluides versus des éléments, alors le feu on pourrait discuter, mais en tout cas versus des éléments plus durs communément dans la symbolique, comme la terre et le feu. Voilà une petite photo aussi du processus de fabrication, donc, où j'en ai parlé tout à l'heure, mais on associe du numérique à aussi beaucoup de choses en matérialité, hein, du prototypage, de la découpe, de la colle, des choses qu'on reprend parce que les dimensions vont pas, etc. etc. Voilà la fabrication. Donc voilà, c'est un petit peu la liste des structures impliquées ou des personnes impliquées dans ce processus. Donc avec Lab, avec Extended, Loïc Berkeley qui était notre alternant qui a développé la partie augmentée justement, donc avec du code dans Unity. Xavier Loble qui a travaillé sur les animations 3D et Serge Flick sur la partie impression. Voilà. Imprimé sur platine Heidelberg, modèle T. Oui, 2 mots sur le fonctionnement de la réalité augmentée. Rapidement, en fait, l'application, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle lance l'appareil photo et en fait, elle reconnaît une cible. Donc, en fait, elle reconnaît une cible dans l'espace. En l'occurrence, là, c'est les variations sur la rosace qui sont reconnues. Une fois que la cible est reconnue, on va charger un contenu qui peut être de la vidéo, qui peut être du texte, qui peut être du son, qui peut être de la 3D, qui peut être plein de choses. Ça peut aussi avoir des éléments interactifs. Et donc, ça va être positionné dans un moteur de jeu qui s'appelle Unity, qui est utilisé en tout cas pour faire ce qu'on appelle la 3D temps réel, c'est-à-dire le téléphone calcule en temps réel la façon dont l'utilisateur va se tenir vis-à-vis de l'impression, et donc en fait il va déformer dans l'espace. Si on se décale par exemple, il va respecter donc la perspective, et ça va permettre de rentrer dans l'œuvre aussi, de voir des détails, de regarder des gros plans, d'avoir comme j'en ai parlé tout à l'heure, un lien avec les matériaux, la lumière, le vitrail, etc. Et je ne l'ai pas mentionné, mais ça c'est très important aussi pour nous. On a travaillé aussi sur l'aspect son, puisqu'en fait cette installation lance aussi des pistes son et des bruitages qui sont en lien avec les 4 éléments. Donc sur le feu, il y a une musique qui justement est assez enlevée. Il y a des petits bruitages par-dessus, de feu qui crépitent, etc. Donc on a la volonté en tout cas, d'ailleurs notre application s'appelle Polysense, mais d'avoir une œuvre augmentée qui s'adresse à plusieurs sens en même temps, en essayant de ne pas en oublier un, même s'il n'y a pas le goût dans notre œuvre, hein, mais en tout cas il y a le toucher, il y a la vue, il y a l'ouïe, il n'y a pas l'odorat non plus, mais on aurait pu parfumer nos œuvres. Voilà, donc ça se présente comme ça, et l'augmentation donne ça sur téléphone. Voilà, donc ça fait le lien encore une fois entre, c'est pour ça qu'on en parle à ce moment-là de la présentation, ça fait le lien entre une démarche artisanale
dans lequel il y a quand même dans le processus aussi de création, notamment visuelle, l'utilisation d'outils et de techniques très contemporains, hein, comme voilà, de la création assistée par ordinateur par exemple. Et puis après, la partie augmentée qui... alors ce qu'on aime bien nous dans l'augmentation, c'est que si on n'a pas l'œuvre, on ne peut pas avoir l'augmentation. Donc en fait, c'est vraiment une clé d'accès à un contenu supplémentaire. Mais l'œuvre, en fait, est le point de départ et centralise l'expérience, quoi. Voilà, j'ai à peu près fait le tour et j'ai pas été trop long. Non. Et juste pour terminer, il y a vraiment eu dans le process de création des allers-retours entre justement moi et mes contraintes pour l'impression typographique, le design, l'épaisseur des traits, les formes et justement le studio sur le développement, le fait que ça soit lisible par l'application. Et on a vraiment dû avoir un échange entre graphiquement qu'est-ce que ça allait donner, techniquement qu'est-ce que j'allais imprimer et au niveau du numérique qu'est-ce que ça allait rendre. Donc la fête des imprimeurs 2024. Cette partie-là est l'occasion de présenter un des projets de valorisation et de transmission que l'association a pu mettre en place, en tout cas cette année. Oui, tu peux passer, donc transmission et valorisation, comme je disais. C'est une fête que l'association Espace Européen Gutenberg a réveillée en 2013 en hommage aux fêtes de Gutenberg organisées à partir de 1640 autour de la Saint-Jean pour Johannes Gensfleisch dit Gutenberg, pour ceux qui connaissaient son petit nom. Elle a été organisée en 2024 pour deux raisons, parce que c'est cette année Strasbourg est capitale mondiale du livre à l'UNESCO, donc c'était un des événements phares un des événements de cette labellisation, mais c'était aussi l'occasion de célébrer les 20 ans de l'association Espace Européen Gutenberg. Donc elle a eu lieu les 29 et 30 juin 2024, place Gutenberg. À cet endroit, on a pu montrer à la fois des démonstrations de machines. Il y avait l'Heidelberg que vous avez vu en photo, il y en avait une similaire qui était place Gutenberg, mais aussi une presse lithographique, une presse à taille douce ou de la sérigraphie. Mais il y avait aussi des ateliers de participatifs, comme on disait, parce qu'on a à cœur à chaque fois de faire participer le public, qui permet de mieux appréhender en tout cas la technique. Donc en atelier interactif, on avait par exemple de la reliure, de l'enluminure, d'ailleurs avec Aline Falco qui est présente sur le salon. Qu'est-ce qu'on avait encore en participatif de l'impression additive, voilà, merci de passer. De la risographie, du design graphique. L'idée, c'était également de montrer un peu ce qu'on voudrait faire au Centre Gutenberg et de parler d'un peu tout ce qui touche à la fabrication du livre, en commençant par le papier pour finir par des libraires qui étaient également présents sur la fête. Donc là, vous pouvez voir, c'était un atelier dédié à la démonstration du papier. Tout en fond, vous voyez des caractères en couleur. On a travaillé avec des dessinateurs de caractères, Laurent Bourselier et Jean Alessandrini, qui nous parlaient de leur travail. Tu peux passer la librairie Gutenberg, qui était associée aussi à ce projet. La fameuse impression sur Heidelberg, l'atelier de reliure. Et on a essayé de parler de la seconde main du livre. Donc là, c'était avec des livres qui étaient dédiés à la déchetterie, avec lesquels on a fait une scénographie un peu vivante. Et on a même accueilli Gutenberg doré lui-même, qui était présent sur la fête. En tout cas, c'est un événement grand public. Il a permis de faire venir 3000 personnes en 2 jours, donc on était vraiment ravis. Et surtout, ça permettait de montrer que ça fonctionnait, à la fois d'avoir la démonstration et des démonstrations. Le public était vraiment au rendez-vous. Et on a vu un public à la fois familial, mais aussi individuel, de jeunes actifs, de gens qui travaillent dans le domaine. Et on a vu des gens qui restaient même plusieurs heures et qui faisaient le tour de tous les ateliers. Enfin voilà, ça permettait d'illustrer ce qu'on veut montrer dans le Centre Gutenberg. Quel est notre projet quand on vous parlait d'histoire de l'imprimerie, mais également de transmission des savoir-faire. La fête des imprimeurs était vraiment l'illustration de ça. Je vous les montrerai aussi à la fin en question. Ça nous a permis de développer des fiches didactiques sur les différentes techniques d'impression. Donc 2024, on en a développé 24. Donc sur qu'est-ce que le papier, la typographie, la xylographie. J'en ai quelques exemplaires là. Donc voilà, un projet assez complet. On arrive à la partie 3, donc la dernière partie où le sablier s'est bien écoulé. Pour la présentation donc, de l'AMI et de l'Agoratrium, qui est effectivement l'aboutissement de cette thématique aujourd'hui. Donc l'AMI, c'est en fait l'abréviation d'appel à manifestation d'intérêt.
qui a pour nous été lancé en 2003 dans le cadre de France 2030 par l'État 2023 pardon, oui, je suis un peu en retard, par l'État avec la Banque des Territoires, de manière à structurer ce qu'on appelle des pôles territoriaux autour des ICC. Donc maintenant vous savez ce que c'est les ICC, donc les industries culturelles et créatives, pour soutenir une quinzaine de pôles sur le plan national. C'est à cette occasion-là, bien évidemment, puisque vous avez entendu qu'il y avait déjà des projets qui étaient effectifs sur le territoire, que la ville et l'Eurométropole ont décidé de répondre favorablement à cet appel à manifestation, entouré de certains acteurs, dont l'espace européen Gutenberg, pour faire la première phase, qui est la phase d'ingénierie. Donc il faut savoir... je suis peut-être un peu en avance sur mon... Non. Ok, donc il faut savoir en fait que cette phase d'ingénierie permet dans un second temps de pouvoir répondre à cet appel à manifestation qui cherche à valoriser les métiers d'art, à valoriser les savoir-faire, développer de l'attractivité de la filière des industries culturelles et créatives, faciliter la mutualisation des services, rompre l'isolement des créateurs aussi d'entreprises. On sait qu'aujourd'hui, il y a des entreprises, des entrepreneurs qui se lancent dans leur activité, qui ont besoin d'innover, qui ont besoin de repenser leurs pratiques aussi, parce qu'il y a une disparition et des matières et des savoir-faire. Donc il faut savoir comment est-ce qu'on va pratiquer demain. Accompagner les entreprises aussi qui sont aujourd'hui dans le traditionnel et qui ont besoin de muter vers du numérique et qui ne savent pas forcément comment faire, de pouvoir se former au sein d'un pôle ou de favoriser aussi la collaboration entre différents acteurs. Quelques chiffres clés pour qu'on puisse bien comprendre de quoi il s'agit. La filière des ICC, c'est 92 milliards de chiffres d'affaires. Donc là, c'est ce qui avait été évoqué en 2023, 2,3% du PIB. Et c'est une filière qui est en constante augmentation. Et alors, c'est pas économioque, c'est économique. Donc ça repose sur l'excellence. Voilà, geste créateur, la France est un des leaders mondiaux. Et vous voyez à côté dans cette rosace un peu les différents acteurs. Et donc, nous avons, c'est les différents acteurs qui peuvent être impliqués dans ce projet-là, mais en tout le cas, de répondre à cet appel à manifestation, donc pour créer ce pôle territorial dont on vous a parlé au début, autour des industries culturelles et créatives, mais dans une filière particulière qui est celle de l'impression et des arts graphiques, puisqu'il y a déjà de nombreux acteurs sur le territoire. Il y a aussi une histoire, il y a aussi des perspectives d'avenir par rapport à ces filières-là. Et c'est dans cette thématique-là qu'on a souhaité regrouper justement des métiers qui peuvent être issus des arts graphiques, qui peuvent être issus des métiers d'art, qui peuvent être issus aussi du domaine de l'innovation, et voir comment finalement il y avait un dialogue à soit initier, soit à valoriser, soit à intensifier et de permettre à chacun de trouver sa place dans ce projet. Et donc le projet Agoratrium, alors pour le moment c'est un nom temporaire, on ne sait pas encore si on va le conserver, mais il fallait bien le nommer, donc on l'a appelé comme ça. Donc on est très heureux parce qu'il a été lauréat de cette première phase appel à manifestation d'intérêt. Je crois qu'ils ont gardé 21 ou 22 sur plus de 200 candidatures, donc on était déjà assez fiers d'avoir été lauréat de cette première phase. Alors comment on pense ce projet Agoratrium ? L'idée c'est que ce soit à la fois un lieu de visite. On vous parlait du centre Gutenberg, donc un lieu vraiment grand public de visite, de partage, mais aussi un lieu d'innovation où on peut mutualiser différentes initiatives. Les exemples qu'on vous a montrés tout à l'heure mutualisent ce genre d'initiative. L'application via Impressio, c'est le principe. C'est une entreprise des industries culturelles et créatives qui fait des parcours 3D, qui s'associe avec une association qui a besoin de valorisation du patrimoine et qui va créer des outils qui vont répondre à la problématique de départ. Donc ça va permettre aussi de structurer un écosystème, comme on le disait, au service de l'impression des arts graphiques. Vous l'avez vu, les arts graphiques, il y a des domaines très variés.
Et c'est pas une filière qui est forcément ciblée. Il y a plusieurs réseaux. Vous avez des réseaux d'illustrateurs, des réseaux des métiers d'art. Il n'y a pas un réseau connu des arts graphiques parce que c'est assez vaste. Donc l'idée, c'est qu'il y a un lieu assez central où les différentes personnes qui en font partie s'y retrouvent. Comme le disait Marielle tout à l'heure, dans ce domaine-là, il peut y avoir beaucoup de mono-entreprises comme des gros industriels. Donc notre enjeu, c'est un peu que tout ce monde-là se comprenne et que ce soit vertueux pour tout le monde. Donc on l'a pensé comme un espace créatif et connecté avec le centre Gutenberg, on vous en a parlé tout à l'heure. Dans ce centre, l'idée c'est qu'on retrouve la fameuse presse Gutenberg quand même, c'était un peu l'origine de l'innovation. Donc là, c'était à l'occasion du festival Historia, où vous avez un de nos membres historiques, Alfred Bertrand, qui fait une démonstration avec un soldat de Napoléon. Pas du tout anachronique, hein. Voilà, la presse Gutenberg. Et l'idée, c'est qu'on trouve aussi d'autres formes d'impression. Là, on le voit pas bien, mais c'est un caractère qui a été créé en 3 dimensions. Marielle vous montrait tout à l'heure une impression 3D d'un objet. Là, les caractères sont des caractères faits en 3 dimensions, mais qui peuvent être utilisés dans une presse typo. Et enfin, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'application, mais il pourrait y avoir d'autres outils. On a vraiment à cœur de croiser ces disciplines-là, de valoriser les savoir-faire anciens, de parler de l'histoire, parce que c'est important pour nous qu'on comprenne d'où vient cette histoire de l'imprimé, mais de l'appliquer à aujourd'hui et à demain. Une école pour former donc les futurs professionnels, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la formation post-bac, post-bac en tout cas il y a peu de formations qui existent dans l'impression, et même pour les techniques plus anciennes comme tout simplement la sérigraphie ou la typographie. Nous, on a beaucoup de demandes de formation dans ces disciplines-là. Et donc l'idée, c'est qu'on retrouve différentes écoles partenaires à cet endroit-là. Non, c'est aussi pour. Donc là, en particulier, c'est des photos donc, de Fabéon, du campus Fabéon, qui initie des formations aussi sur des métiers qui ne sont pas encore forcément existants, sur l'utilisation notamment de procédés d'impression ou de types de presse qui sont aujourd'hui beaucoup dans une orientation numérique et sur lequel il faut quand même avoir un savoir-faire pour les utiliser. Et aujourd'hui, il n'y a pas forcément encore de formation qui existe, ou en tous les cas qui peuvent se concentrer dans un lieu dans lequel ici il y aurait en même temps cet apprentissage et en même temps la possibilité de pouvoir l'expérimenter et voire de rencontrer des entreprises dans ces domaines-là. Donc voilà, donc là on peut voir par exemple sur une Epson, sur un traceur qui permet là aussi encore une fois de matérialiser tout ce qui va être utilisé dans le domaine des arts graphiques. Donc il y a plusieurs types de supports d'impression, que ce soit pour de la vitrophanie, pour de l'impression sur textile, et notamment la question aussi du modèle économique d'impression. Et on le sait qu'aujourd'hui on commande plutôt peu, mais on va avoir tendance par exemple à le personnaliser. Comment est-ce que ça se construit demain ? Ça, c'est des thématiques sur lesquelles les jeunes qui se forment aujourd'hui vont être confrontés. Un écosystème innovant, donc c'est pour ça qu'on parlait d'innovation depuis le début de cette conférence, donc qui pourrait être composé de start-up, de porteurs de projets, de créatifs, mais aussi de chercheurs et industriels qui se retrouveraient autour de Fab Lab, d'une micro-usine, de laboratoires, d'incubateurs, d'ateliers d'artistes ou autres dispositifs qui peuvent accompagner l'innovation et la créativité. Il y a quelques exemples de projets qui pourraient avoir lieu à cet endroit-là. Donc la sérigraphie, on avait comme exemple. Et donc un lieu qui pourrait à la fois rassembler différents types de créateurs, qu'ils soient artistes ou entreprises dans le domaine des arts graphiques, ou voire l'idée c'est d'ouvrir un petit peu plus même aux entreprises qui pourraient se sentir touchées par ces disciplines-là, qui touchent les industries culturelles et créatives. Donc là par exemple on a une association d'un graffeur qui s'appelle Stome 500 avec une imprimeur typographe, Marielle Deveau et Noon Design Graphique. Une création plus classique de dessin directement sur une pierre lithographique. La litho, ça permet, c'est une technique qui permet de dessiner directement. Soit on fait du report d'une image, soit on peut dessiner directement avec un crayon un peu gras sur la pierre. Donc c'est vrai que certains artistes apprécient cette manière de diffuser rapidement leur dessin. Et du design graphique, on reparle de notre chère collègue Delphine Missler qui par exemple a créé un jeu, donc j'ai plus le nom là sous la main, je suis un peu mais qui a été réalisé en sérigraphie.
Juste pour redonner un petit complément, ce qui est en jeu derrière, c'est qu'aujourd'hui, la façon dont les métiers de designer graphique qui utilisent les arts graphiques ou même dans les métiers d'art vont utiliser cette notion de texte, d'image, de pédagogie va en fait être influencée ou va influencer justement les modalités d'impression et d'utilisation des techniques aujourd'hui des industriels. Et il y a beaucoup de remises en question sur comment est-ce qu'on consomme, comment est-ce qu'on produit, en quelle quantité on produit, par exemple sur les encres, sur les couleurs. Aujourd'hui, on va utiliser beaucoup de palettes de couleurs pastel parce que en fait, elles sont plus désaturées, donc elles vont moins utiliser d'encre. Sur les typographies, est-ce qu'on n'imprime pas, comment est-ce qu'on imprime. Tout ça, en fait, ce sont des éléments qui participent à la façon dont on va concevoir le design graphique et comment il se répercute finalement dans plus tard des procédés de création technique et d'innovation dans la façon de le produire. Et donc le maître mot, vous l'aurez entendu, pour nous c'est important de rassembler. Donc rassembler aujourd'hui autour de l'imprimerie et des arts graphiques pour la transmission et la valorisation. Donc valoriser le secteur de l'impression, du graphisme, du numérique et de l'industrie, mais aussi accompagner les entreprises. On en a déjà beaucoup parlé et je pense que c'est quelque chose qui touche aussi un réseau comme la FREMA. Ces petites entreprises qui sont créatives mais qui sont assez fragiles, donc leur permettre d'avoir un écosystème solide, ou en tout cas de leur fournir des solutions, des accompagnements. Accompagner, comme on le disait, les mutations, on en a parlé tout à l'heure, mais l'IA c'est quand même une mutation qui fait très peur et il est important de pouvoir le questionner, le comprendre et de travailler avec. Aujourd'hui, un peu comme l'imprimerie à l'époque, on va être obligé d'évoluer avec, mais comment en faire un outil, transmettre les savoirs et techniques et bien sûr donc mutualiser compétences et équipements. Voilà le maître mot de ce projet Agoratrium. Et enfin... Oui, genre juste pour dire par exemple que sur la sérigraphie, on le perçoit beaucoup comme un outil traditionnel et notamment aussi comme un métier d'art. Et c'est pour autant un des domaines dans lequel il y a plus d'innovation aujourd'hui. Tout ce qui est micro-circuit est imprimé en sérigraphie, tableau de bord de voiture, signalétique. En fait, c'est présent partout autour de nous et pourtant on en a assez peu conscience. Donc voilà, c'est permettre au grand public de prendre conscience de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, les imprimés que vous pouvez avoir sur vos t-shirts, sur vos téléphones, sur un ensemble de choses en fait passent par aussi ces domaines dans le design graphique et dans l'impression. Et d'ailleurs en sérigraphie on peut même faire de la sérigraphie comestible et vous pourrez voir ça les 7-8 décembre aux ateliers éclairés pour Makerland. On va faire, si tout fonctionne bien, de la sérigraphie sur Brédeleux. Et les membres de ce consortium aujourd'hui sont, donc on est plusieurs, il y a plus seulement, comme vous l'avez compris, à l'origine du projet, il y avait déjà l'Eurométropole, l'espace européen Gutenberg et l'entreprise Fadéon. Et aujourd'hui, on est très heureux d'avoir ouvert tout ce projet-là à un consortium assez conséquent, donc Ville et Eurométropole de Strasbourg, Fabéon, nous, l'espace européen Gutenberg, l'association ACRO, qui est l'association qui fédère les industries culturelles et créatives, les ateliers éclairés, on en a déjà parlé tout à l'heure, où on leur atelier Noun par exemple, la French Tech, la CERS, CEMIA, l'Université de Strasbourg et bien entendu la FREMA. C'est également pour cette raison qu'on est très heureux d'avoir été invités pour faire cette conférence aujourd'hui. Et pour terminer, on a souhaité, alors c'est vraiment pas du tout exhaustif, mais mettre quelques thématiques qu'on pourrait aborder à l'Agoratrium via aussi la connexion de tous ces membres et de tous ces réseaux qui pourraient se retrouver à l'intérieur. Voilà, comme par exemple les encres éco-responsables. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on les emploie? Est-ce que ça existe vraiment? Imprimer moins, imprimer mieux. On fait tissu et teinture végétale aujourd'hui. On re-questionne le textile. Remplacer des pièces de machines qui ne sont plus produites. Donc on est vraiment dans le domaine de l'impression additive justement. Gérer collectivement des ressources. On a plusieurs ateliers ou entreprises qui finalement pourraient se regrouper en termes d'utilisation de ressources. Les images de trame aléatoires pour qui? C'est le thème de conférence. C'est vrai. Papier infalsifiable, on sait qu'aujourd'hui les papiers sécurité sont quand même utilisés grandement justement pour donner de l'authenticité aux produits. Ça se trouve notamment aussi par exemple dans la cosmétique, pas que dans les papiers, les passeports. Et enfin un retour sur l'Arts and Crafts. Comme l'a dit Marielle, c'est pas limitatif. C'est vraiment des exemples de questionnements qu'il pourrait y avoir dans ce type de lieu. Tu peux passer à la slide suivante.
Comme vous l'aurez compris, le projet est toujours en construction. Donc bien sûr, si vous êtes dans le domaine ou pas d'ailleurs et que vous avez des questions ou des propositions à nous faire, n'hésitez surtout pas. On a eu la chance d'avoir un très bel article dans le dernier Zut Artisanat que vous pourrez trouver à la boutique Zut, entre autres. J'en ai juste 2 à feuilleter, j'ai pas réussi à en récupérer d'autres. Mais donc qui va expliquer un peu plus en détail le projet qu'on vient de vous présenter. Voilà, donc pour terminer, les arts graphiques au cœur de l'innovation, finalement, on voit que c'est beaucoup plus vaste que simplement une réponse à qu'est-ce qui a innové par les arts graphiques ou qu'est-ce qui a permis aux arts graphiques de donner un coup de boost à l'innovation. On voit que c'est beaucoup plus perméable que ça et de comprendre qu'il y a des vrais enjeux aujourd'hui, des enjeux de pratique artistique, des enjeux de positionnement de société, des enjeux économiques, industriels et que les arts graphiques ont vraiment leur place. C'est en ce sens-là d'ailleurs qu'on va entendre cette conférence, c'est que les arts graphiques ont vraiment leur place au cœur de l'innovation parce que finalement ils y participent pleinement, pas simplement dans la pratique mais aussi dans la façon de penser, de penser les choses. Merci.